Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est des travaux que j'ai menés au CIRIMAT, qui ont été continués d'être menés au CIRIMAT à Toulouse, notamment donc sous la direction de différentes thèses dirigées par Éric Andrieux, et aussi avec des discussions qui ont été nourries avec de nombreuses discussions avec Samuel Forest. Donc, aujourd'hui, on va parler donc de la fissuration intergranulaire assistée par l'oxydation. Et donc, quelques mots par rapport à ça. Et justement, l'idée, c'est en effet d'illustrer, de faire un peu des va-et-vient entre l'expérience et des réflexions numériques, des simulations, notamment donc en champ de phase. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la fissuration assistée par l'oxydation, donc, c'est un cas particulier de ce qu'on appelle un endommagement dit de fragilisation dynamique. Et cette fragilisation dynamique, elle se traduit par une rupture fragile. Cette rupture fragile, en fait, elle implique l'introduction, la diffusion, la ségrégation d'éléments fragilisants aux joints de grain, et ça va jouer justement sur la décohésion des joints de grain et ensuite donc la rupture. Ces éléments fragilisants, ils peuvent venir du matériau lui-même, c'est-à-dire que petit à petit, on va venir enrichir, par exemple, en phosphore ou en soufre des joints de grain, ou dans notre cas, venir de l'environnement, c'est-à-dire l'oxygène qui va venir dans les joints de grain, fragiliser les joints de grain. Donc la fissuration assistée par l'oxydation, la FAO, c'est principalement donc la ségrégation d'oxygène, souvent associée à de l'oxydation, et ça implique, ça induit des nombreuses fissurations, principalement dans les alliages base-nickel, les alliages base-nickel à durcissement structuraux, qui sont notamment utilisés. C'est un phénomène qu'on peut avoir pour les matériaux qui sont dans les disques de turbine. Donc moi, aujourd'hui, je vais principalement focaliser ma présentation sur ça, sur la fissuration intergranulaire assistée par l'oxydation des alliages base-nickel. Et pour commencer, juste en effet quelques slides pour mettre en évidence le phénomène donc, de fragilisation par l'hydrogène. Donc déjà, comment se traduit le phénomène de fragilisation par l'oxydation, fissuration assistée par l'oxydation? Ça va être principalement, quand on fait un essai de traction sur une éprouvette, si on est sous vide, on a une grande ductilité. Si on est sous air, on voit qu'on va avoir une perte de ductilité. Toutes les autres propriétés mécaniques restent identiques. Donc, la FAO se traduit par une perte de ductilité. C'est aussi un phénomène qui va donc être dépendant de l'environnement. Ici, dans cette étude, on voit qu'elle est dépendante donc, pour une pression partielle d'oxygène donné, elle va être dépendante de la température, où dans un premier cas, donc pour les températures basses, on va avoir donc une rupture transgranulaire, et dans un domaine, ici, on va avoir la fissuration intergranulaire. Et ça se traduit aussi par une chute ici de l'allongement et de la rupture. Alors, il faut faire attention, on voit bien que plus on augmente la température, plus on a aussi des propriétés mécaniques qui vont être différentes. Donc justement, à très haute température, on n'a plus ce phénomène de fragilisation intergranulaire parce qu'on va avoir des propriétés mécaniques modifiées et très basses. Donc ça, c'était par exemple dans des essais de traction. Dans d'autres types d'essais, ici on peut faire donc, des essais de fatigue-fluage. Je reviendrai sur ces essais de fatigue-fluage. Ici, on est sur une étude d'André Pineau donc dans les années 80, où on voit bien en effet que lors du cycle, en fonction, donc c'est sur l'alliage 718, en fonction du cycle, si on est dans l'air, on voit bien qu'on va avoir des vitesses de propagation de la fissuration qui vont être beaucoup plus élevées que quand on est uniquement sous vide, quand on fait ces mêmes essais sous vide. Et ici, vous voyez bien, peu importe la microstructure, quand on est sous vide, cette microstructure de notre matériau a peu d'influence, alors que sous air, on voit qu'on a des vitesses de propagation de fissures qui vont être différentes. Donc, on a vu que c'était dépendant de la température, et bien sûr, ça va être aussi dépendant de la pression partielle en oxygène. Donc, si c'est dépendant de la pression partielle en oxygène, vous voyez ici, ça va être principalement lié. Ici, vous voyez, il y a
limite ici en pression partielle qui fait qu'on passe de la rupture transgranulaire à la rupture intergranulaire. Et probablement, ça va être le signe d'un changement dans le mode d'oxydation des joints de grains et de notre matériau. Avec, en effet, les différents oxydes qui peuvent se former à ce moment-là. Donc, finalement, ce qu'on voit, c'est que cette FAO elle va être liée à une synergie entre sollicitation mécanique et environnement, ce qu'on appellera finalement un mécanisme d'endommagement chimico-mécanique. Ce qui est un point important, c'est que finalement, si on revient sur cette étude, on voit que les vitesses de propagation, elles peuvent être très très rapides. Notamment, ici, vous voyez, on peut avoir des vitesses de propagation de notre fissure qui va de l'ordre de quelques micromètres par seconde. C'est très important puisque finalement, on va pouvoir se poser la question si c'est un mécanisme mécano-chimique ou chimico-mécanique, il faut, pour qu'il y ait synergie, qu'on ait des cinétiques compatibles à la fois donc avec les cinétiques chimiques et les cinétiques mécaniques. Et finalement, un des points importants, c'est que pour qu'il y ait synergie, il faut qu'il y ait avant, on va voir, une sorte de couplage finalement entre l'environnement, les sollicitations mécaniques à l'intérieur de notre matériau. Donc on peut résumer finalement cette fixuration intergranulaire par l'oxydation de cette manière avec ce diagramme où on voit, on va avoir les différentes interactions entre le matériau, sa mécanique et l'environnement. Donc principalement, nous, dans le cadre de cette présentation, je vais principalement parler d'oxydation intergranulaire, de diffusion des éléments et des interactions donc, de cette oxydation sur le matériau. Puis, je vais aussi un peu discuter des effets des sollicitations mécaniques sur le matériau avec les phénomènes de diffusion et les synergies qui vont être ici entre l'environnement et les sollicitations mécaniques. Donc, ce que je voulais aujourd'hui présenter, en espérant que ça réponde aux attentes, c'était un peu illustrer donc quelques-uns des mécanismes élémentaires qui sont mis en jeu dans cette fissuration. Puis illustrer aussi un peu le dialogue entre donc, la mise en évidence expérimentale et la simulation numérique. Et puis soulever quelques questionnements. Donc pour ça, je vais déjà présenter en première partie donc, les conséquences de l'oxydation intergranulaire sur la microstructure. Donc en fait, on va prendre en point de départ, dans cet exposé, on va prendre en point de départ le fait que l'oxydation intergranulaire, ça va être l'amorce, ou plutôt presque l'incubation, qui va ensuite amener à la fissuration. Donc déjà les conséquences donc, sur la microstructure, ensuite sur le comportement mécanique, on va dire en pointe de pénétration d'oxyde, et la fin sur les effets de couplage donc, et de synergie, oxydation, sollicitation mécanique. Donc, si on revient brièvement donc, au niveau des conséquences sur la microstructure de l'oxydation intergranulaire, on va avoir plusieurs phénomènes donc, lors de la croissance de notre oxyde, que ce soit donc, à la surface ou dans notre joint de grain, on va avoir injection de lacunes avec possibilité de former des porosités. On peut avoir une oxydation interne avec de l'oxygène dit libre qui va diffuser dans le joint de grain. Dans le cas des superalliages base-nickel, cette oxydation peut s'accompagner d'une dissolution des précipités durcissants. Mais aujourd'hui, ce qu'on va plus parler, ça va être de la modification de la matrice avec la possibilité, donc, lors de la dissolution sélective, lors de la formation de l'oxyde, d'un appauvrissement en chrome et également donc, de ce qu'on va appeler la migration des joints de grain. Alors, l'appauvrissement en chrome, là j'ai pris deux exemples assez récents qui montrent bien finalement avec donc soit du thème, soit du microscope électronique en transmission, soit de la sonde atomique,
que finalement, en pointe de fissure, on peut se retrouver avec des zones qui vont être appauvries en chrome lors de la formation de l'oxyde intergranulaire, qui va être, lui, riche en chrome. Alors, on peut voir, hein, c'est important hein, dans ce cas-là, c'est que finalement, ce phénomène classique, on va dire, dans l'oxydation des alliages base nickel, des aciers inoxydables, que ce soit à haute température ou dans les cas des milieux primaires de réacteurs, se met le long de l'oxyde, se met pas toujours de manière symétrique par rapport à l'oxyde, et donc on peut avoir des zones très appauvries en chrome, mais certaines où on n'a pas tout à fait le même oxyde à la surface de la pénétration, ce qui fait qu'on ne va pas avoir hein, ici l'appauvrissement. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais en effet, ici, vous voyez sur cette sonde, sur cette image de sonde, on voit qu'on n'a pas un continuum de l'appauvrissement en chrome, mais on a certaines zones où on va avoir cet appauvrissement. Alors, justement, pour faire un petit peu donc, le lien, l'illustrer avec donc, la méthode des champs de phase hein, que présenté précédemment, là, je présente là, les travaux, un des résultats des travaux de la thèse de Victor de Rancourt, où on a justement donc modélisé, donc là pour un bicristal, où on a modélisé la formation donc, de l'oxyde, et lors de cette formation de l'oxyde, vous allez avoir là, le phénomène donc, de déchromisation. Alors, justement, par rapport à ce qui a été dit, donc ici, au niveau du champ de phase, on a mis donc une variable hein, qui va passer donc de 0 quand on va être dans l'acier ou dans le matériau métallique à 1 dans l'oxyde. L'évolution donc de cette interface, elle va être régie donc par en effet l'équation d'Allen-Kamm qui a été déjà présentée, avec un terme diffusif et les forces motrices chimiques qui vont justement hein, de l'avancée du front. On rajoute un paramètre de mobilité d'interface. Alors, je ne suis pas un grand spécialiste hein, au niveau ici, donc j'essaye de me rappeler de ce qu'il faut pour ce qu'il faut. Hein. Ce qui va être important, c'est que ici, hein, cette avancée de pénétration, donc on a donné des coefficients de diffusion différents au niveau donc, du bulk et du joint de grain, et on a laissé libre cette interface se faire. Et donc la forme ici que vous avez, hein, elle est liée au calcul. Donc on voit bien hein, que les joints de grain là ici sont des courts-circuits de diffusion. On va se retrouver avec donc la formation ici de cette pénétration d'oxyde à l'intérieur du joint de grain. Et vous avez après ici les isoconcentrations donc liées à l'appauvrissement en chrome. Un autre phénomène qui peut être ici lié, ça va être donc également une modification de la matrice qui va avoir un impact sur la microstructure. C'est ce qu'on appelle la migration des joints de grain. Donc, c'est finalement une migration des joints de grain hein, qui va être assistée par la diffusion. Et ici, on la voit de manière expérimentale. On la voit dans cette microscopie, hein, au microscope électronique à transmission, où vous voyez, hein, finalement, l'ancien joint de grain, on peut le repérer ici avec la présence des carbures qui étaient des carbures intergranulaires. Et lors de l'oxydation, vous voyez, vous avez ce joint de grain qui a migré ici. Si vous regardez, finalement, au niveau des cartographies élémentaires, vous avez cette migration du joint de grain qui a été accompagnée par une modification chimique, hein, et on le voit mieux au niveau de cette étude-là, où vous voyez ici également l'histoire avec l'ancien joint de grain, et vous voyez que finalement, les zones où vous allez avoir la migration du joint de grain, c'est une zone enrichie en nickel et appauvrie en chrome et en fer. Donc, ça veut dire que finalement, un des phénomènes, un des moteurs de cette migration des joints de grain, c'est probablement ce changement de composition
qui va finalement induire, si on a des modifications chimiques, on peut avoir des changements locaux de paramètres de maille, des contraintes internes, une mécanique, un champ mécanique différent de l'énergie stockée ici, qu'il va falloir relaxer, par exemple, en faisant migrer le joint de grain. Alors, pour avoir en parallèle, finalement, cette idée de migration des joints de grain, j'ai pris cette étude, et également donc pardon. Dont Samuel Forest et Benoît Paulaire ont participé, où on va avoir donc ici la même idée. On fait donc une modélisation couplée, méthode de champ de phase, plasticité cristalline, ici sur une structure périodique, où vous allez avoir juste un grain ici qui va être désorienté de 15%, on va dire, par rapport aux deux autres grains. Et vous voyez qu'en fait, avec le calcul, à partir d'un temps zéro, on va se retrouver avec 7 microstructures. Et au niveau du calcul, petit à petit, ce grain ici de déformation 15 va, sous l'effet de la contrainte en température, ici, se réduire, changer de taille. Donc, on va avoir une migration des joints de grains, ce qui va un peu dans l'idée que on minimise notre énergie stockée, et ça peut être finalement applicable également à la diffusion, à la migration des joints de grains assistée par la diffusion. Donc voilà, ce qui va être important, c'est qu'en effet, au niveau de cette étude, on a bien cette migration qui est finalement liée aux dislocations géométriquement nécessaires ou aux statistiquement stockées à l'intérieur, donc ici, donc de notre matériau, dans notre grain désorienté, alors qu'on a considéré dans les grains à côté qu'on n'avait pas de densité de dislocation. Pour continuer, je vais prendre quelques exemples ici sur donc plutôt maintenant l'effet de l'oxydation intergranulaire sur le comportement mécanique, justement en revenant un petit peu sur l'effet de cette zone modifiée chimiquement, en regardant quels sont les paramètres, quelles sont les conséquences que ça peut avoir. Donc j'ai repris notre image, on ne va pas trop parler de cette partie-là, mais on va principalement parler finalement des modifications des états mécaniques locaux liées à la modification des paramètres de maille. Et on va parler un tout petit peu, en effet, de la zone plastique en pointe de pénétration intergranulaire. Donc, juste pour faire le lien avec ce qu'on avait vu avant, on a justement dans cette étude, ici, essayé de comprendre comment, finalement, si on a une modification chimique locale, comment ça va affecter, comment ça affecte les paramètres de maille. Donc, vous voyez dans cette étude qu'on a travaillé sur des matériaux représentatifs de zones modifiées, par exemple, chimiquement de l'alliage 600. Et on a regardé, en faisant donc de l'adhénèse sans température, on a regardé l'évolution des paramètres de maille de ces matériaux. Et on voit que finalement, ce qui est important, c'est que localement, on va avoir dans une couche très fine des modifications de propriétés locales qui modifient les paramètres de maille et donc qui vont induire une contrainte locale très importante. Donc, si on a une contrainte locale très importante, notre système va vouloir le relaxer. Et donc, par exemple, pourquoi pas, soit ouvrir la fissure, soit justement interagir avec et faire migrer le joint de grain. Si je mets donc en parallèle de ça les travaux aussi de la thèse donc de Victor de Rancourt, donc toujours finalement sur la croissance ici de notre pénétration intergranulaire. Ici, vous avez donc représenté
la contrainte hydrostatique, le champ de contrainte hydrostatique, donc lié donc à la propagation de la fissure. Donc vous voyez en effet, hein, c'est la même idée du calcul de tout à l'heure. On va se retrouver avec en pointe de fissure, donc ici, de la traction, mais également à l'intérieur de notre oxyde, ce qui veut dire que bien sûr ici on est bien en traction en pointe de pénétration intergranulaire, mais aussi également à l'intérieur de notre oxyde, qui pourrait aussi signifier qu'on va avoir ouverture de notre oxyde petit à petit au fur et à mesure donc, de la propagation, ce qui peut faciliter après la fissuration. Si on regarde par rapport à ces travaux, toujours donc, on a pris les mêmes images avec la propagation finalement hein, de cette pénétration intergranulaire. Ici, vous avez en haut, vous avez la répartition des contraintes de Mises, donc au niveau de notre fissuration. Et puis, juste en dessous, vous avez à voir donc, le champ de glissement activé hein, autour de votre pointe de fissure. Donc, vous voyez bien, en effet, hein, que rien que le fait d'avoir cette pénétration intergranulaire, de rajouter un peu de contrainte, va faire que vous allez avoir ici donc cet état mécanique en pointe de fissure. Ce qui va être très important, j'ai oublié de le mentionner, c'est que dans ce modèle-là, hein, bien sûr, on a couplé hein, la diffusion à la mécanique. On va avoir, hein, donc on a un modèle couplé champ de phase, plasticité cristalline, et on a rajouté, hein, comme Antoine a présenté, on a rajouté un terme dans la diffusion des espèces liée à la mécanique. Donc, je voulais principalement illustrer hein, ces deux cas avec la méthode des champs de phase. Il y a aussi d'autres études hein, qui ont continué. Alors, je vois que le temps file un tout petit peu. Donc, on peut aussi modéliser hein, ces phénomènes de couplage mécanique-diffusion, également avec hein, des modèles par éléments finis, hein, en travaillant en mécanique des milieux continus. Là, c'était aussi un exemple pour montrer que quand on faisait un couplage entre la diffusion des espèces et l'état mécanique, on pouvait aussi recalculer un état mécanique lié à l'oxydation ici et à la diffusion des espèces. Donc, sur la carte à droite, vous avez ici la concentration en chrome. Vous voyez ici avec les zones déchromées. Et ici, hein, vous avez les deux cartes donc, des contraintes. Hein, au niveau, vous voyez ici, donc sigma 1,1 et sigma 2,2, au niveau donc, de votre interface oxyde-métal, avec justement, vous voyez, la même idée, hein, une contrainte de traction ici, dans le joint de grain, au niveau de la zone où vous allez avoir la pénétration d'oxyde. Alors, pour finir par rapport à cette étude, on voit qu'il y a des liens entre, alors je ne vais pas présenter ça, mais on a des liens entre la modélisation et les comportements. Ici, on était plutôt en des phénomènes statiques, mais on voit qu'on peut rajouter des contraintes, on peut rajouter des mécaniques, des sollicitations mécaniques. Et ce qui va être important, c'est qu'en fait, ce mécanisme de fragilisation ce mécanisme de fissuration assisté par l'oxydation, il est très complexe, puisqu'en fait, il va dépendre des modes de chargement, que ce soit, donc, on l'a vu, en fatigue fluage, que ce soit en traction. Et ce qui va dépendre, ça va être principalement ici aussi un point important qui est difficile, lui, de modéliser. C'est pour ça que je voulais finir sur ce point-là. C'est que quand on est avec un matériau, ce point de modélisation, cette variation, cette fissuration assistée par l'oxydation, elle va être dépendante des modes d'écoulement. C'est-à-dire si on va avoir un phénomène Portevin-Le Chatelier ou juste un vieillissement dynamique, et aussi si on va avoir un cumul d'endommagement. Donc, je vais juste
Je vois Vincent qui me fait les gros yeux. Je vais juste finir pour dire qu'en effet, on va à un point important qui est l'interaction entre la fissuration, la mécanique, l'expérience et la simulation. Et c'est très important ici pour continuer. Il faut continuer dans le développement numérique, continuer dans inventer des moyens expérimentaux pour justement nourrir ces discussions. Voilà, je suis désolé, c'était un petit peu haché. Je voulais juste encore remercier Éric Andrieux et Samuel Forest, ainsi que toutes ces personnes qui ont été impliquées dans les travaux présentés et les équipes de recherche qui sont derrière. Merci.